Toujours, vous arrivez à voir ce que je partage. Oui, Oui, monsieur. monsieur. OK. Bien, donc, dans cette séance, qui fait donc la suite à ce qu'on a vu dans la première séance, vous avez ici quatrièmement les facteurs contrôlant les dépôts, c'est-à-dire les facteurs qui interviennent dans la formation des roches sédimentaires au moment de leur dépôt. Car souvenez-vous bien, je vous précisais la première séance que dans cette deuxième partie du semestre, bien, dans cette deuxième partie de module, on va s'intéresser surtout au processus de sédimentation et à l'étude de quelques exemples de milieux de sédimentation, bien de milieux de dépôt. Alors ici, vous avez les facteurs qui contrôlent les dépôts, c'est-à-dire qui contrôlent la formation donc des roches sédimentaires. Alors bien sûr, un dépôt est la résultante d'un ensemble de facteurs agissant sur le milieu de dépôt, c'est-à-dire les roches sédimentaires anciennes ou bien récentes actuellement, qui se forment actuellement dans les milieux de dépôt. C'est le produit d'un ensemble de facteurs qui contrôlent le milieu de dépôt, bien le bassin sédimentaire. C'est pourquoi d'ailleurs on peut utiliser les roches sédimentaires comme des archives de l'histoire de la Terre. C'est-à-dire dans les roches sédimentaires sont enregistrés tous les événements qui se sont déroulés à la surface de la Terre, si vous voulez. Donc on peut les utiliser comme un miroir dans lequel on peut lire l'histoire de l'évolution du globe terrestre. Alors ces facteurs-là, il s'agit de deux catégories de facteurs. Vous avez ce qu'on appelle les facteurs intrinsèques. Intrinsèques, c'est-à-dire propres au milieu de dépôt, c'est-à-dire à l'intérieur du milieu de dépôt. C'est des facteurs qu'on trouve, ou bien qui se déroulent, ou bien qui se manifestent à l'intérieur donc du milieu de dépôt, bien du bassin sédimentaire. Ils peuvent être des facteurs chimiques, des facteurs physiques, des facteurs biologiques et des facteurs minéralogiques, par exemple. C'est en général des facteurs, surtout, propres au milieu de dépôt aquatique. La physique de l'eau, la chimie de l'eau, la biologie, c'est-à-dire les êtres vivants qui vivent dans le milieu, puis la minéralogie, c'est-à-dire les minéraux qui se forment dans le milieu. Ce qu'on appelle donc les facteurs intrinsèques. À côté de ce facteur intrinsèque, vous avez également des facteurs extrinsèques qui interviennent dans le contrôle de la formation des roches sédimentaires. Cette fois-ci, ces facteurs-là, extrinsèques, c'est-à-dire des facteurs externes au milieu du dépôt, sont des facteurs planétaires. Planétaires, c'est-à-dire qui se manifestent à l'échelle de la planète Terre, à l'échelle du globe terrestre. On peut les appeler également les facteurs globaux, parce qu'ils se manifestent à l'échelle du globe terrestre, globaux, à une grande échelle. Ils sont surtout d'ordre tectonique et climatique. C'est surtout de la tectonique, ce qu'on appelle par exemple la tectonique globale, que vous avez déjà vu peut-être, ou bien la tectonique des plaques, et le climat. Le climat, c'est un facteur global, extrinsèque
au milieu de dépôt. C'est-à-dire, pour schématiser ce que je viens d'expliquer, donc on va considérer qu'on a un milieu de dépôt comme ça, par exemple, une cuvette avec de l'eau, par exemple, comme ça, c'est un milieu de dépôt. Alors, ce milieu de dépôt, c'est-à-dire les roches qui vont se former ici, sous forme de couches, bien sûr, toujours, forme de couches. J'ai mal dessiné, mais il faut dessiner des traits horizontaux parce que les couches, donc les roches sédimentaires se forment sous forme de couches horizontales, avec des limites de stratification, bien sûr, parallèles, etc., etc. Des couches comme ça, des grès, des conglomérats, des calcaires, etc. Ça dépend donc des conditions qu'on a dans le milieu du dépôt. Alors, ces couches-là, bien ces roches sédimentaires, comme je dis, ils vont être contrôlées par des facteurs intrinsèques, c'est-à-dire les facteurs intrinsèques, les facteurs propres au milieu du dépôt. Les facteurs intrinsèques ici, dans le milieu du dépôt. Facteurs intrinsèques d'ordre physique, chimique, biologique, etc. Mais il y en a d'autres facteurs. Cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle les facteurs globaux, c'est-à-dire les contrôles sont extérieurs au milieu du dépôt. On les trouve ici. C'est des facteurs extrinsèques, c'est-à-dire des facteurs globaux, tels que la tectonique des plaques et le climat. Voilà donc pour schématiser un peu ce que je viens d'expliquer. Mais bien sûr, à l'intérieur de tout ça, et pour faire, si vous voulez, sortir quel facteur qui contrôle donc la sédimentation dans un tel dépôt, il faut faire des études très approfondies, des analyses, etc., 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 pour arriver à dire que, voilà, donc la sédimentation dans ce milieu de dépôt, il est contrôlée, était contrôlée par des facteurs intrinsèques, par exemple chimiques ou bien biologiques, et par des facteurs climatiques, tectoniques ou bien climat. C'est-à-dire, c'est des choses qui nécessitent donc des études très approfondies pour dire ça. Hein. On ne peut pas venir voir les couches et dire, voilà, il y a un contrôle climatique ou bien un contrôle tectonique ou bien un contrôle biologique, c'est-à-dire lié aux êtres vivants. Alors, comme j'ai dit, donc il faut faire vraiment des études très approfondies pour arriver à dire ces choses-là, c'est-à-dire à faire ces interprétations. Alors, comme je viens de l'expliquer, les roches sédimentaires peuvent être considérées comme des archives, si vous voulez, de l'évolution du globe terrestre, de l'évolution de la vie sur la Terre, etc. Donc, on a vu ça quand on a parlé des intérêts des études sédimentologiques. Alors, pour faire, si vous voulez, ces études sédimentologiques, et plus particulièrement quand on veut faire la reconstitution des anciens paysages, il y a certaines règles à appliquer, à respecter, et il y a certains principes à appliquer. C'est ce qu'on appelle ici les principes de reconstitution des anciens paysages. Alors, les principes de reconstitution des anciens paysages, c'est-à-dire, je vais parler ici de deux principaux principes, mais il y en a d'autres bien sûr, mais les principaux principes sont les suivants. Vous avez le premier principe, c'est le principe d'uniformitarisme. Principe d'uniformitarisme. Ou bien, c'est ce qu'on appelle, on peut pas, le deuxième principe, c'est le principe d'actualisme. Alors, la différence entre les deux principes, c'est que ce principe d'uniformitarisme postule que, si vous voulez, à cause identique, on obtient des conséquences identiques. S'il y a des causes identiques, on obtient
automatiquement des conséquences de produits identiques. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que l'évolution géologique dans le passé était conforme à l'évolution actuelle. C'est-à-dire, dans le passé, l'évolution géologique, c'est presque la même qu'actuellement, avec quelques changements climatiques et la composition de l'atmosphère, par exemple. C'est-à-dire, on peut avoir quelques différences. Je veux dire, dans l'actuel et dans le passé. Le climat ne peut pas être le même. Le principe d'uniformitarisme également, c'est un principe qui dit par exemple que la clé, si vous voulez, le présent est la clé du passé. Le présent est la clé du passé. Alors c'est presque la même chose que le principe d'actualisme. Le principe d'actualisme dit que les phénomènes actuels sont analogues aux phénomènes passés. Les phénomènes actuels sont analogues aux phénomènes passés. Il faut essayer donc d'utiliser ces principes dans le domaine surtout de la géologie, hein, et plus particulièrement en sédimentologie, bien sûr, comme j'ai expliqué, c'est-à-dire pour la reconstitution des anciens paysages. Les anciens paysages, c'est tout simplement les anciennes géographies, c'est ce qu'on appelle les paléogéographies. Les paléogéographies, anciens paysages. Parce que les paysages à la surface de la Terre ont évolué au cours du temps. C'est-à-dire, par exemple, actuellement, là où on a des montagnes, par exemple, il y avait des océans, bien des mers, bien des océans. C'est un petit exemple pour essayer donc de comprendre cette évolution des anciens paysages à la surface de la Terre, l'évolution des anciennes paléogéographies. Je vous donne l'exemple par exemple, le Haut Atlas, le Moyen Atlas marocain. Avant, elle s'est comportée comme des mers. Il y avait de la mer. La mer qui vient de la Tétis, c'est-à-dire au Jurassique, il y avait une seule mer à la surface de la Terre, c'est ce qu'on avait appelé la Tétis, qui se trouvait à l'est. À l'est, c'est-à-dire là où il y a la Russie, par exemple, la Chine, etc., à peu près. Hein. Et après, il y avait formation des bassins. Des bassins, c'est-à-dire les milieux de dépôt, les bassins sédimentaires ou bien milieux de dépôt, l'ouverture, création d'une dépression, une dépression des cuvettes dans le Haut Atlas et le Moyen Atlas. Et bien, pour créer bien sûr ces cuvettes, il y avait l'intervention de la tectonique, des phénomènes tectoniques qui vont permettre l'ouverture donc du bassin ou bien du milieu de dépôt. Une fois créée la dépression, cette dépression-là, elle va être envahie par les eaux de la Tétis, par la mer. Et donc, il s'est formé donc un milieu de dépôt, bien ça sédimentaire marin, aquatique marin, avec une profondeur, des zones profondes, des zones peu profondes, la marge ou bien la plage, la côte, etc. Alors, pour vous dire que, bien pour vous expliquer que le visage de la Terre n'est pas le même au cours du temps. C'est-à-dire ce qu'on a actuellement, on ne l'a pas toujours. Avant, il y avait autre chose. Alors, pour reconstituer ces anciens paysages, on fait intervenir quelques principes tels que le principe d'uniformitarisme, le principe d'actualisme. Alors, les deux principes sont presque les mêmes, mais la différence, c'est que au niveau du principe d'actualisme ici, il insiste sur l'analogie entre les milieux de dépôt des séries sédimentaires anciennes et ceux des milieux actuels. C'est-à-dire, il dit ici qu'il est tout à fait confirmé à condition de comparer les objets de même échelle. C'est-à-dire ici, le principe d'actualisme dit que pour comprendre l'évolution des milieux de dépôt anciens, c'est-à-dire les anciens paysages, il faut faire une analogie avec ce qui se passe actuellement, dans les milieux de dépôt actuels. C'est-à-dire, autrement dit, on fait des études
sédimentologiques pour comprendre les processus d'érosion, de transport, de dépôt dans les milieux actuels. Parce qu'actuellement, on a des milieux de dépôt, on a des mers, on a des océans, on a des fleuves, on a des lacs, on a des déserts, des glaciers, etc. Tous les milieux de dépôt, tous les exemples de milieux de dépôt, on les a actuellement. Donc, il suffit de comprendre ces milieux de dépôt-là, comment se fait, comme j'ai dit, l'érosion, le transport, et c'est tous les processus sédimentaires. Une fois on comprend de quoi il s'agit actuellement, on peut comprendre ce qui s'est passé dans le passé, tout en examinant bien sûr les roches sédimentaires anciennes, fossiles, on peut dire fossiles, mais entre guillemets, parce que le fossile, quelque chose fossile, c'est quelque chose ancien en général. Mais le fossile proprement dit, c'est un être, si vous voulez, c'est les traces des êtres vivants. Mais la roche également, les roches anciennes, c'est ce que vous allez trouver sur les montagnes, c'est des roches anciennes. Ce que vous allez trouver dans les milieux actuels, c'est des roches également sédimentaires, mais actuelles. Ils ne sont pas anciennes. Parfois même très, très récentes. Ils ne sont pas encore fossilisés. Ils ne sont pas encore très anciennes. Alors voilà donc les deux principes sur lesquels on peut se baser sur lesquels on se base en général pour faire la reconstitution des anciens paysages. Ils se sont déroulés à la surface du globe terrestre. C'est-à-dire, tout simplement, il faut toujours comprendre l'actuel. Bien, il faut étudier l'actuel pour comprendre le passé. C'est pourquoi on dit que l'actuel est la clé du passé. Donc, on fait des études sur l'actuel et on essaie donc de faire l'analogie avec le passé, c'est-à-dire on essaie donc d'appliquer les résultats obtenus sur l'étude des roches et des processus sédimentaires actuels pour comprendre ce qui se passait, si vous voulez, dans le passé. Alors maintenant, on va voir un petit peu donc, les mécanismes de la sédimentation, c'est-à-dire comment on se dépose, comment on se sédimente les particules sédimentaires dans un milieu de dépôt. Alors, grosso modo, on distingue trois principaux types de mécanismes. Je répète encore, trois principaux, mais bien sûr, il y en a d'autres. D'autres mécanismes qu'on peut qualifier de mécanismes secondaires, si vous voulez. Mais les trois principaux qu'on peut avoir, on va les voir ici. Vous avez le premier, c'est ce qu'on appelle l'accrétion verticale. Comme son nom l'indique, accrétion verticale, c'est-à-dire les particules se déposent verticalement. Toujours comme je vous ai dit, pour imaginer donc les processus, toujours il faut prendre un milieu de dépôt aquatique, là où il y a de l'eau. Quand des particules sédimentaires arrivent dans l'eau, parfois, ils peuvent se déposer par un mécanisme de sédimentation par accrétion verticale. C'est-à-dire, ils se déposent tranquillement sous l'effet de leur pesanteur au fond donc, du milieu du pot. C'est ce que vous avez au niveau de ce schéma-là. Vous avez ici, par exemple, voilà, donc on a schématisé ça comme un milieu de dépôt, et vous avez des particules de différentes tailles qui arrivent dans le milieu de dépôt, donc aquatiques. Regardez, donc la taille des particules n'est pas la même. Différentes tailles de particules. Il y a des particules grossières, des particules moyennes et des particules fines. Alors, ces particules-là, quand ils se déposent, ils vont se déposer verticalement, c'est-à-dire sous l'effet de leur pesanteur, c'est-à-dire sous l'effet de leur poids, c'est-à-dire l'effet de la pesanteur, l'effet de leur poids. Les particules grossières vont se déposer en premier, suivies par les particules de la taille moyenne, puis à la fin, ce sont les particules les plus fines qui vont se déposer en haut. C'est ce qu'on appelle sédimentation par décantation. Donc, ou bien on parle donc tout simplement d'une décantation. La décantation, bien accrétion verticale des particules. Alors,
Comment donc on peut expliquer ça? Puisque donc vous avez ici une décantation, c'est-à-dire dépôt des particules uniquement sous l'effet de leur poids, ça veut dire que ici il n'y a pas d'intervention de courant, il n'y a pas de courant. Autrement dit, le milieu ici est calme. Le milieu de dépôt est calme. Alors, le produit ici, c'est une roche avec des grains bien sûr de différentes tailles, mais qui présente un classement. Une roche avec des grains classés. C'est ce qu'on appelle une roche qui présente un granoclassement. Un granoclassement. Les particules grossières à la base, particules de taille moyenne, puis particules les plus fines en haut. On dit ici que la roche présente un granoclassement positif. Positif, c'est-à-dire un granoclassement normal. Positif ou bien normal. C'est ce que vous avez également sur cette photo. Vous avez une roche ou bien un dépôt granoclassé présente un granoclassement positif ou bien normal. Normal parce que c'est normal d'avoir les roches, d'avoir les particules grossières à la base et les particules fines au sommet du banc. C'est très intéressant aussi de faire attention à l'orientation des bancs. Très, très important. Et quand vous avez un granoclassement normal, toujours, vous avez donc les grains grossiers à la base et les grains fins au sommet. Alors ici, donc, vous avez dans un processus ou bien dans un mécanisme de sédimentation par accrétion verticale, vous avez un dépôt par décantation, c'est-à-dire le dépôt se fait par décantation, parfois laminé. Regardez, laminé ici, c'est-à-dire il présente des lamines. Des lamines, c'est-à-dire comme ça. Des lamines, c'est-à-dire, je peux considérer ça comme une lamine. Les grains moyens, une lamine, et les grains fins, par exemple, une lamine. Mais les lamines, c'est à l'échelle millimétrique. Hein. On va voir ça par la suite. Vous imaginez des lamines comme ça, c'est-à-dire des lamines, toujours les traits, c'est horizontaux. Mais ils n'arrivent pas à dessiner des traits horizontaux. Il faut imaginer ça horizontal. Hein. Des lamines, ce qu'on appelle c'est des petits lits ou bien des lamines. Alors, le dépôt présente un granoclassement positif, comme je viens de l'expliquer. Le milieu, donc, ne peut être que calme, c'est-à-dire, ça montre que les dépôts se sont déposés dans un milieu calme, là où il n'y a pas agitation de l'eau, il n'y a pas de courant. Voilà donc, en quelque sorte, comment interpréter un dépôt granoclassé. Un dépôt granoclassé peut être considéré comme un dépôt déposé dans un milieu calme, loin de l'action de courant, ou bien loin de toute agitation de l'eau. Deuxième mécanisme, c'est ce qu'on appelle le mécanisme d'accrétion latérale. Alors, comme son nom l'indique ici, l'accrétion latérale. Tout à l'heure, on a parlé de l'accrétion verticale, c'est-à-dire le dépôt se fait sous l'effet de la pesanteur, c'est-à-dire sous l'effet de poids des particules. Et si l'accrétion latérale, les dépôts se font, le dépôt, bien les particules arrivent latéralement dans le milieu de dépôt. Vous avez ici un milieu de dépôt, par exemple. Les dépôts donc viennent latéralement. C'est ce qu'on appelle la progradation latérale. Accrétion latérale, son équivalent, c'est la progradation latérale. C'est-à-dire on peut parler de l'accrétion latérale ou bien la progradation latérale, c'est la même chose. Alors, pour déplacer les particules latéralement comme ça, il faut un courant. Il nous faut un courant. Les particules ne peuvent pas se déplacer latéralement sous l'effet de leur poids, sauf s'ils sont, si vous voulez, sur une pente ou bien un talus, c'est-à-dire une pente.
Mais s'il n'y a pas de pente, les particules ne peuvent pas se déplacer latéralement que sous l'effet de courant. Alors ici, il faut imaginer un courant qui arrive latéralement comme ça et transporte les particules. C'est ce qu'on appelle la progradation latérale. Alors, la sédimentation ici se fait selon des prismes, ce qu'on appelle les prismes. Regardez ici, si les dépôts arrivent comme ça latéralement de ce côté-là, le premier prisme qui va se former, c'est ce prisme-là, prisme 1. Alors, les prismes, c'est comme ça. Il faut imaginer, ici c'est coupé, mais vous avez ici des prismes. Prisme, c'est comme des lentilles, comme ça, un prisme. Par exemple, à peu près. Voilà. Et un autre prisme qui va se former comme ça, etc. C'est ce que vous avez ici. Regardez, vous avez 1, vous avez 2, vous avez 3. Donc ici, pour moi, donc je vais mettre 1 ici, par exemple 2 ici, puis 3, il va venir comme ça. C'est mal dessiné, mais il faut imaginer des prismes comme ça. C'est comme ici. Alors, comme j'ai dit ici, le premier prisme qui va se former, c'est 1, puis par ensuite 2, puis ensuite 3, puis 4, puis si la sédimentation continue, donc on obtient 3, 4, etc. Alors, ce qu'on peut remarquer ici, c'est que ici, vous avez le large. Le large, c'est-à-dire la zone, le milieu, bien la partie la plus profonde du milieu de dépôt. Alors, au niveau du large, au niveau des zones profondes, généralement, se déposent des sédiments fins. Ici, vous avez la boue, les boues ou bien la vase. La vase. La boue, la vase. En arabe, c'est l'ouahel, ris, en arabe. Vous avez les sables, en haut ici. Les sables, vous connaissez, tout le monde connaît les sables. Vous avez les galets. Les galets, c'est des fragments de roche grossis. Alors, si on regarde ici, la succession des dépôts ici, alors si on fait, par exemple, une coupe, comme vous avez ici, j'ai fait une coupe ici, à cet endroit-là. Une coupe, c'est-à-dire on fait un log lithostratigraphique, on fait une coupe, une coupe géologique ou bien une coupe lithostratigraphique. Et on va sur le terrain, on essaie donc de voir, d'examiner les terrains, etc. et dessiner donc les terrains, les couches, etc. On les dessine sur un log comme ça. Qu'est-ce que je vais remarquer ici? Je vais remarquer ici que j'ai à la base des dépôts fins. C'est la boue ou bien la vase. Ici, c'est fin à la base. Puis quand je monte vers le haut, je vais voir les galets. Regardez les galets ici en rouge. Donc ici, c'est grossi. Les galets, c'est des fragments de roche grossis. Alors, qu'est-ce que je remarque ici? Je remarque que j'ai à la base de la série et également à la base des bancs parfois. Au niveau même d'un banc, on peut remarquer ça. J'ai des dépôts fins qui passent progressivement à des dépôts grossis, à des éléments grossis. Donc ici, j'ai un granoclassement. Les dépôts sont granoclassés, mais ils ne montrent pas un granoclassement normal ou bien positif comme on a vu pour la création verticale. Ils montrent un granoclassement contraire, opposé au granoclassement normal ou bien positif. Ici, on parle d'un granoclassement négatif. Granoclassement négatif, quand j'ai à la base des dépôts fins et au sommet du banc, j'ai des dépôts grossiers. C'est le contraire, si vous voulez, des dépôts obtenus lors de la création verticale. Alors, qu'est-ce que ça signifie ça? Ça signifie qu'ici, que le milieu n'est pas calme. C'est un milieu agité, c'est un milieu où il y a des courants donc, qui permettent donc, de déposer les dépôts, bien des particules, de cette façon-là. Alors ici, le mécanisme d'accrétion latérale, c'est un mécanisme de transport et de dépôt, comme vous avez ici.
le transport et de dépôt vient de la sédimentation. Tout à l'heure, le mécanisme d'accrétion verticale, c'est un mécanisme surtout de sédimentation, mais il ne s'agit pas d'un mécanisme de transport. Ici, l'accrétion latérale ou bien la progradation latérale peut jouer le rôle du transport et le rôle de la sédimentation en même temps. Alors, ce type de mécanisme, on les trouve généralement sur les marges continentales. Les marges continentales et dans les deltas également, dans les milieux deltaïques. Donc, les marges continentales, c'est-à-dire en bordure des continents, c'est-à-dire la transition entre le continent et le marin, ou bien nous, par exemple, les deltas. Les deltas, on va les voir par la suite en détail. Alors, dans ces milieux-là, le mécanisme le plus abondant, le plus important, c'est la progradation latérale des dépôts. Comme j'ai expliqué, donc le dépôt se fait sous forme de prisme ou bien de lentille qui prograde latéralement. La première lentille qui s'est déposée, la deuxième, la troisième, c'est-à-dire c'est les dépôts les plus anciens, on les trouve ici, au niveau de 1. Puis les plus récents ici, c'est au niveau de 3, latéralement. Et verticalement, la même chose. Donc vous avez 1, 2, 3 verticalement. La granulométrie décroissante vers le large. Ici, la granulométrie est décroissante vers le large, comme je viens de l'expliquer ici. Regardez, au fond du milieu du dépôt, on a la boue, puis suivi par les sables, puis suivi par des galets vers l'extérieur. Donc, on parle d'un granuloclassement négatif au niveau de la série ou bien au niveau des bonds. Le milieu est généralement agité, c'est-à-dire présence donc de courant, agitation donc de l'eau. Voilà donc les caractéristiques ou bien les mécanismes, si vous voulez, par accrétion latérale ou bien progression latérale, et les produits, et les caractéristiques, si vous voulez, des produits qu'on obtient par ce mécanisme donc d'accrétion latérale. Troisième exemple de mécanisme, mais avant, donc je vais vous montrer cette photo-là. Ici, comme vous voyez, la photo montre des prismes. Des prismes, mais ici, les prismes sont tronqués. Regardez, si je prends par exemple ici celui-là, ici, les prismes ici sont marqués par des bancs. Donc, vous avez le banc 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Alors, qu'est-ce qu'on remarque au niveau donc, de ces prismes-là? Regardez, on remarque que vous avez donc cette sorte de stratification, bien lamination. On peut parler de stratification oblique. C'est ce que j'ai matérialisé ici en jaune. Stratification oblique. Tout à l'heure, quand on a parlé de l'accrétion verticale, j'ai dit parfois on peut avoir des lamines horizontales. C'est-à-dire les dépôts peuvent être laminés horizontalement. Présente des lamines planes horizontales, si vous voulez. Il y a une lamine parallèle horizontale. Ici, regardez, les lamines ou bien les stratifications sont obliques, ils ne sont pas horizontales. Et chaque prisme, parfois, elle est tronquée. La ligne rouge ici montre donc la troncature, c'est-à-dire c'est une surface d'érosion. Là également, on peut voir, donc vous avez une surface d'érosion, par exemple ici, etc. Donc la caractéristique la plus importante ici, c'est que au niveau des prismes, c'est-à-dire les prismes présentent des stratifications obliques. Comme ça, regardez les stratifications obliques partout. Quand vous avez un dépôt avec des stratifications obliques, comme ça, on voit également ici, stratification oblique, donc on peut le voir sans clair ici. Là également, regardez, stratifications qui font ça, etc. Alors, quand le dépôt présente des stratifications obliques, il faut automatiquement penser à un dépôt formé dans un milieu agité. Ici, c'est un milieu agité et le mécanisme, c'est un mécanisme par progradation latérale. Pourquoi donc on forme donc ces sortes donc de prismes de dépôt.
Regardez par exemple le banc 5 ici. Le banc 5, ici, c'est comme si on les a même, des laminations horizontales ici. Regardez, les laminations ici sont horizontales. Donc, ce banc 5-là fait une exception ici. C'est un banc formé dans un milieu, c'est-à-dire, c'est le même milieu peut-être, mais ici, il y avait une accalmie. Il y avait une accalmie de dépôt. Avant, c'est très agité, c'est très dynamique avec la progression des dépôts latéralement, mais un certain temps, le milieu devient calme. C'est à ce niveau-là, au niveau du banc 5. Le milieu devient calme et on dépose donc les dépôts uniquement sous l'effet de leur poids. Et on obtient donc un dépôt laminé avec des laminations horizontales ici. Puis après le dépôt de ce banc 5, de nouveau, il y a agitation. Il y a une progression latérale des dépôts qui permet donc le dépôt, si vous voulez, du banc 6 ou bien du prisme 6 ici. Donc voilà comment on essaie d'interpréter un petit peu. Donc c'est déjà ici, je commence à vous donner les interprétations. Alors, la troisième catégorie, si vous voulez, du mécanisme de sédimentation, c'est ce qu'on appelle la redistribution aquatique. La redistribution aquatique. Comme son nom l'indique, ici, il y a une redistribution des éléments, bien des particules. C'est-à-dire comme s'il y avait le dépôt des particules et après on les redistribue de nouveau. C'est-à-dire on les transporte, on les déplace de nouveau pour les déposer dans un autre milieu, si vous voulez, de dépôt. Ici, redistribution aquatique, c'est plus particulièrement au niveau du milieu aquatique, des milieux avec de l'eau. Alors ici, vous avez des courants très spécifiques, très particuliers, qui permettent donc la redistribution des dépôts dans un milieu aquatique. C'est ce qu'on appelle les courants de turbidité. Exemple ici, hein, je vous donne un exemple. Et les plus connus, les plus importants, les courants de turbidité. Ce sont ces courants-là qui permettent, donc, si vous voulez, la redistribution des dépôts dans un milieu aquatique. Imaginez un milieu marin avec des dépôts, par exemple, qui se déposent au niveau de la plateforme, par exemple, c'est-à-dire vers la côte. Milieu marin, c'est-à-dire la partie du milieu marin vers la côte, vers le rivage. Parfois, les courants de turbidité se déclenchent. Ils vont être déclenchés, généralement, ils se déclenchent par des événements tectoniques, par des séismes, par exemple, des séismes tectoniques, etc. Il s'agit ici de courants de très forte vitesse, qui arriver jusqu'à 50 km à l'heure, 60 km à l'heure, parfois même 90 km à l'heure. Donc, ils présentent une vitesse très importante, surtout le long des talus sous-marins. Alors, une fois déclenchés, ces courants-là, ils peuvent transporter des dépôts déjà déposés au niveau de la plateforme, par exemple, et les transporter le long du talus sous-marin pour les déposer en bas du talus, sous forme de nouveaux dépôts. C'est ce qu'on appelle donc une redistribution aquatique. Donc ici, vous avez un schéma d'un courant de turbidité ici. Vous avez un substratum ici, c'est-à-dire le talus ou bien la pente sous-marine. Généralement, ces courants-là, comme j'ai dit, c'est des courants qui se manifestent au niveau des talus sous-marins, bien des pentes sous-marines. Alors, ici, vous avez le substratum, comme j'ai dit, bien le tapis de traction. Et ici, par exemple, dans cette partie-là, regardez la flèche du courant ici. À ce niveau-là, on peut voir l'érosion du tapis de traction, bien du substratum. Les particules, donc, érodées, certaines particules érodées, surtout les plus fines, si vous voulez, vont être transportées en suspension, c'est ce que vous avez ici,
tous ces grains-là, tout ce nuage de grains, il est en suspension. D'autres vont être entraînés, regardez les particules grossières vont être entraînées, mais à un certain moment, ils vont être laissés ou bien ils vont être déposés. Quand la vitesse, si vous voulez, du courant diminue, s'affaiblit, les particules grossières commencent à se déposer. Tandis que les particules fines vont être transportées longtemps. D'accord? Alors voilà donc tous ces particules-là, tous ces éléments-là, à la fin, ils vont se trouver en bas du talus pour être déposés sous forme de ce qu'on appelle un cône sous-marin ou bien un cône turbidity, comme ça. Ici, vous avez la coupe du courant de turbidité, une coupe. Ici, vous avez le cône turbiditique en bas du talus. Ici, vu du haut, vu en plan. C'est-à-dire un dessin en plan. C'est comme si on regarde du haut. Donc, vous avez le canyon, c'est-à-dire le chenal, un chenal profond. Vous avez donc le talus, bien sûr, le talus ici, puis le bas du talus, on dépose donc ce cône comme ça, un schéma, c'est très schématique ce que je dessine ici, avec des distributeurs principaux, des distributeurs secondaires, etc., avec des lobes, comme ça. Et au niveau du cône également, donc on peut distinguer une partie distale ici, profonde, partie distale ou bien profonde du cône, une partie proximale, c'est-à-dire la partie peu profonde du cône. Puis bien sûr, vers le large, vous avez la plaine abyssale, c'est-à-dire la plaine, c'est-à-dire le domaine profond, où on peut voir le mécanisme par décantation ici. Donc les particules sont très fines et ils se déposent uniquement par le mécanisme de décantation ou bien accrétion verticale. Alors là également, donc, pour cette redistribution aquatique, il s'agit d'un mécanisme de transport et de sédimentation. Il se trouve en particulier, c'est-à-dire on peut retrouver, si vous voulez, ce mécanisme généralement au niveau des marges continentales, au niveau des canyons et cônes sous-marins, au niveau du talus continental. Comme j'ai dit tout à l'heure, la vitesse des courants arrive jusqu'à 90 km à l'heure. C'est des courants très, très, très forts avec une grande vitesse. C'est pourquoi on les qualifie de courants de forte densité. On va les voir par la suite, c'est-à-dire quand on va examiner les produits formés par ce courant-là. On les appelle les courants de forte densité. Alors, le dépôt, c'est sous forme de cônes sous-marins, comme je viens de l'expliquer, ou bien des cônes turbidiques. Cônes turbidiques. Voilà ici en perspective, si vous voulez, le bas, vous avez ici le talus avec les canyons, et le bas du talus, vous avez le dépôt donc de cônes turbidiques. On l'appelle cône turbiditique, on l'appelle cône sous-marin, on peut l'appeler également éventail. Comme c'est marqué ici, éventail, on peut l'appeler éventail sous-marin. Éventail sous-marin, avec éventail supérieur, l'éventail moyen, etc. Mais on peut parler surtout de la zone, de la partie distale et la partie proximale du cône. Avant de passer à voir les objets sédimentaires, je reviens sur ce que je vous ai précisé tout à l'heure en ce qui concerne ces mécanismes de sédimentation. On a vu trois exemples, bien trois types de mécanismes, mais il existe d'autres mécanismes de sédimentation. Je vais vous parler d'un autre exemple de mécanisme de sédimentation, bien un mécanisme qui permet la formation des roches sédimentaires. C'est l'ensemble des processus
physique, chimique, biologique même, c'est-à-dire biochimique si vous voulez, qui se déroule au niveau d'un milieu de dépôt pour former les particules sédimentaires. C'est ce qu'on peut appeler la précipitation, si vous voulez. Précipitation in situ des particules sédimentaires. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un transport, déplacement des particules, puis leur sédimentation dans le milieu de dépôt, ici, dans le milieu de dépôt même, ils peuvent se former certaines particules par des processus chimiques, biologiques, physiques, etc. C'est ce qu'on appelle, c'est des particules qui se forment par des réactions chimiques, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle la précipitation chimique ou bien la cristallisation chimique des particules. Cristallisation, précipitation de certains éléments qui proviennent soit des phénomènes physiques ou bien des phénomènes biologiques ou bien chimiques même. Ceux se précipitent pour former des cristaux, bien des éléments qui vont former les roches sédimentaires. Je vous donne un exemple, la précipitation par exemple de la calcite, ou bien la cristallisation de la calcite. La précipitation des sels par exemple, bien les sulfates par exemple, le gypse, précipitation du gypse, précipitation du sel, le sel halite par exemple, le sel gemme, peuvent donc se précipiter in situ, c'est-à-dire dans le milieu de dépôt, il ne nécessite, ou bien il n'existe pas une érosion, il n'existe pas un transport, etc., un déplacement, etc. Il se forme directement, se précipite directement dans le milieu de dépôt. Voilà donc un autre mécanisme, si vous voulez, de sédimentation, bien de formation des éléments qui forment les roches sédimentaires. Bien, donc après tout cela, on va essayer de voir maintenant les objets sédimentaires. Alors, les objets sédimentaires, c'est tout simplement les objets sous lesquels, bien sous, c'est-à-dire les formes géométriques ou bien d'éléments qui forment les roches sédimentaires. C'est-à-dire les roches sédimentaires se présentent sous quel objet, quel élément, quelle géométrie par exemple. Alors, les premiers objets sédimentaires, ce sont les feuillets ou lamines. Ils sont d'ordre millimétrique, attention. Ici, l'échelle est très importante, pas seulement en sédimentologie, mais en géologie en général. L'échelle d'observation des choses, bien l'échelle des éléments, l'échelle des objets, elle est très importante. Il faut toujours faire attention à l'échelle d'observation. Est-ce que vous observez à une échelle très très petite, ou bien une échelle moyenne, ou bien à grande échelle? Alors ici, les feuilles aux lamines, regardez, c'est des objets millimétriques. Feuillets, c'est comme les feuilles de vos cahiers, par exemple. Quand vous les coupez comme ça transversalement, vous allez voir des feuillets. 1000 feuilles, c'est des feuillets. C'est-à-dire, il faut imaginer donc les feuillets sur une coupe verticale, comme ça, un plan vertical. Plan vertical, on voit les feuillets. Ou lamines, c'est la même chose. Feuillets ou lamines. Alors, ces feuillets ou lamines constituent les unités élémentaires des sédiments, c'est-à-dire les premiers objets, les premières unités d'une roche, c'est-à-dire qui vont se former dans une roche. Premières unités qui vont se former dans une roche sédimentaire. C'est ces feuillets ou lamines. S'il existe, bien sûr. Hein. S'il n'existe pas, donc les particules se déposent comme ça en vrac. Et sont millimétriques. Les unités élémentaires des sédiments. Donc voilà ici, vous avez une lamine est une subdivision millimétrique au sein d'une couche correspondant soit à un changement de la taille ou de la composition des grains.
Souvenez-vous bien, quand on a parlé du mécanisme d'accrétion verticale, j'ai dit que le dépôt, c'est-à-dire le produit obtenu, peut être laminé. Alors ici, les laminations sont formées suite à un changement de taille des particules. Accrétion verticale, les particules grossières à la base, les particules moyennes, puis les particules les plus fines au sommet. Donc ici, vous avez un changement de taille, vous avez un granoclassement des particules, ce qui donne à la fin un produit laminé, c'est-à-dire une roche avec des lamines. Parfois, hein, mais parfois il n'y a pas de lamines. On peut avoir un granoclassement normal, positif, mais sans lamine. C'est grossier, c'est donc pas de lamine. Les lamines, il faut que ça soit millimétrique, attention, une échelle très petite. Ces lamines-là peuvent être également formées suite à un changement de composition des grains. Changement de composition des grains, en général, c'est le changement de couleur, ou bien la teinte, si vous voulez, des éléments. Si on a des grains de quartz, un lit de grains de quartz va être blanc. Un lit, par exemple, de feldspath, ou bien je vais prendre les argiles, par exemple. Un lit d'argile va être marron, ou bien gris, ou bien. Donc, vous avez un changement de grain, un changement de la nature, si vous voulez bien, de la composition des grains. Quand vous avez une alternance de grains de différentes compositions, ils vont donner donc une sorte de lamination, une sorte de lamine dans la roche. Ça même, on peut le voir au microscope, à très petite taille, à la taille microscopique. Parfois, au niveau du microscope, on peut voir ces laminations dues au changement de la composition des grains. Lit de quartz suivi par lit d'argile, alternance. Et ça donne donc une lamination ou bien des lamines au niveau de la roche. Donc ça, il faut le retenir. Donc les lamines se forment en général, ou bien les feuillets, et d'abord leur taille elle est millimétrique, et ils peuvent se former suite à un changement de la taille ou de la composition des grains. Voici donc ici schématiquement du feuillet des lamines, comme ça, et les voilà également sur la photo. Ici, sur cette photo-là, c'est une photo prise dans une plage. Une plage, c'est-à-dire on a fait une coupe. Donc vous avez ici un plan vertical. Un plan vertical, une coupe, on a coupé avec un couteau au niveau de la plage, du sable de la plage. On a dégagé donc ce plan-là et on voit le plan qui reste ici. On a enlevé un plan, on a enlevé le sable ici pour voir ce plan-là. Regardez au niveau du plan, donc vous avez ces laminations au niveau du sable. Alors cette lamination, ou bien ces feuillets, sont fortement dus à un changement de composition des grains. C'est-à-dire tout ce qui est blanc ici, c'est des grains de quartz. Des feuillets blancs, bien des lits blancs. Le reste, c'est peut-être des argiles et autres, ou bien autres. Lorsque la photo précédente, comme j'ai dit, c'est une photo qu'on a prise, si vous voulez, au niveau de la plage, au niveau d'un sable de plage. C'est récente, c'est récent, c'est des dépôts récents actuels. Ici, regardez, on peut avoir des lamines également, bien sûr, dans des dépôts anciens. Regardez ici, c'est des dépôts anciens. C'est un calcaire ici laminé, regardez. Calcaire laminé. En bas ici, vous avez des marnes et des calcaires marneux. En haut également, des marnes et des calcaires marneux. Le banc ici, ce banc-là, de calcaire laminé, présente des laminations bien des feuillets. Ce que vous avez ici. Donc c'est très ancien. Ici, c'est du Jurassique. Ça date du Jurassique. Après les feuilles bien des lamines, il faut parler un petit peu des bancs
des strates ou bien de couches. Il faut faire attention. Donc ça, vous le connaissez peut-être, mais il faut se rappeler de ces éléments-là, bien de ces objets-là. Banc, strate, couche, c'est la même chose. Hein. Quand on dit un banc, c'est comme si on dit une strate, c'est comme si on dit une couche. C'est la même chose. On peut dire banc, on peut dire strate, on peut dire couche. L'échelle de ces objets-là, elle est de l'ordre de centimètre à mètre. C'est-à-dire métrique, centimétrique à métrique. On peut avoir une couche de quelques centimètres, 1 centimètre, 2, 4, 5, 10, 20, etc. Comme on peut avoir une couche de 1 mètre, 2 mètres, 3, 4, 5, 10 mètres, par exemple. Il s'agit d'un niveau, bien d'un ensemble de mêmes caractéristiques. C'est-à-dire c'est bon, ou bien c'est couches, ou bien c'est strates, c'est un ensemble de mêmes caractéristiques, un niveau qui présente les mêmes caractéristiques avec des limites de stratification. Présente donc des limites de stratification comme vous le connaissez peut-être, c'est-à-dire la limite inférieure et la limite supérieure. C'est ce qu'on appelle le mur et le toit. Alors, par définition, une strate, une couche, un banc aussi, hein. Vous pouvez ajouter un banc, une strate, une couche ou bien un banc. C'est tout simplement un ensemble sédimentaire, roche ou sédiment, compris entre deux surfaces et présentant des caractéristiques spécifiques, c'est-à-dire la couleur, la composition, l'aspect. Si vous avez donc un ensemble, bien un niveau qui présente des caractéristiques spécifiques, même couleur, composition, aspect, avec des limites, la limite inférieure, la limite supérieure, les limites de stratification, on peut parler d'une strate ou bien d'un banc, bien d'une couche. C'est clair. Donc, comme vous le savez également, peut-être, les roches sédimentaires se déposent sous forme de bancs, bien de strates, bien de couches. Chaque banc, bien chaque couche, chaque strate présente deux limites, la limite inférieure et la limite supérieure, ce qu'on appelle les limites de stratification, c'est-à-dire le mur et le toit. Voilà ici les feuillets olamides dont on a parlé. C'est un ensemble de feuillets de lamine peut former des bancs de strates de couches, ce que vous avez ici, avec les mêmes caractéristiques spécifiques. Regardez ici, vous avez la couche ici, cette couche-là blanche, couche jaune, couche bleue, avec des limites de stratification. Le mur, le toit, la limite inférieure, la limite supérieure, la limite inférieure, la limite supérieure, etc., etc. Alors, ces limites de stratification, on peut les qualifier également, ou bien on peut les appeler les joints de stratification. Joints de stratification. Les joints de stratification. Ces joints-là, on va les détailler par la suite. Alors, ce qu'on peut dire ici, si on essaie donc d'interpréter un petit peu les choses, tout à l'heure on a donné la définition d'une couche d'un banc bien de strate. Ici, on va essayer de donner une définition bien, on va expliquer de point de vue interprétatif. Donc, une couche correspond à un ensemble de sédiments déposés dans des conditions relativement uniformes. C'est-à-dire, pour avoir un ensemble sédimentaire compris entre deux surfaces présente des caractéristiques spécifiques telles que la couleur, la composition et l'aspect, il faut absolument que ça correspond à un sédiment déposé dans des conditions relativement uniformes, c'est-à-dire les conditions de dépôt, c'est-à-dire les mêmes conditions de dépôt. Une fois on a un changement dans les conditions de dépôt, on passe à déposer la couche suivante, c'est-à-dire on passe par le joint de stratification. Alors,
les surfaces entre les couches ou joints de stratification peuvent être parallèles, convergents, courbes ou encore ondulés. L'extension latérale d'une couche varie du mètre au kilomètre. L'extension latérale, latéralement. Donc une couche peut varier du mètre au kilomètre. Mais l'échelle d'une couche ou bien d'un bond d'une strate peut être centimétrique à métrique. Mais l'étendue, il peut arriver à plusieurs kilomètres. C'est-à-dire l'étendue, c'est-à-dire latéralement, les couches peuvent arriver jusqu'à plusieurs kilomètres. Alors regardez ici, les surfaces ou bien les joints de stratification, comme j'ai dit, peuvent être parallèles, convergents, courbes ou ondulés. Mais la règle générale, c'est que s'il n'y a pas des événements particuliers qui interviennent au moment de la formation des dépôts, en général, les limites ou bien les surfaces sont parallèles. C'est-à-dire la limite inférieure et la limite supérieure sont parallèles. C'est pourquoi on parle de couches ou bien de strates avec une épaisseur constante. Dans des cas particuliers, ces limites peuvent être convergentes, ils peuvent être courbes, ils peuvent être ondulées. Mais c'est particulier, des cas particuliers. Mais la règle générale, c'est parallèle, toujours parallèle. C'est-à-dire, toujours vous avez des limites, bien des joints de stratification comme ça, parallèles. La limite inférieure et la limite supérieure. La limite inférieure et la limite supérieure. Parfois, on peut avoir des limites convergentes, c'est-à-dire qu'ils font ça pour faire, si vous voulez, pour avoir des lentilles, bien des chenaux. Parfois, les limites sont courbes, parfois également sont ondulées, présentent des ondulations. Alors, voilà, les joints de stratification, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, marquent soit un changement brutal des conditions de dépôt, soit une phase d'érosion, soit une lacune de dépôt. Les limites de stratification. Pourquoi on passe d'une couche à une autre? À travers un joint de stratification. Parce que tout simplement, il peut y avoir un changement brutal dans les conditions de dépôt. Les conditions de dépôt changent brutalement. Et on passe donc à déposer une autre couche ou bien un autre dépôt, si vous voulez, avec une composition donnée, un aspect, une couleur différente, etc. Soit une phase d'érosion. C'est-à-dire, on peut déposer des couches, mais après, il va y avoir une phase d'érosion qui va éroder une partie de ce qu'on avait déposé. Et on crée donc un joint de stratification sur lequel viennent, après, s'il y a l'arrivée donc des éléments bien des grains, bien des particules dans le dépôt, viennent une autre couche qui va se déposer sur le joint de stratification qui est une surface d'érosion. Ou bien, le joint de stratification également peut marquer une lacune de dépôt, absence de dépôt pendant un certain moment, et on forme donc un joint de stratification. Donc ça également, il faut le maîtriser, il faut le comprendre. Joint de stratification, c'est les limites de stratification correspondent à ces changements-là. Ou bien marquent, si vous voulez, ces événements-là. C'est-à-dire changement brutal des conditions de dépôt, phase d'érosion, ou bien lacune de dépôt, manque de dépôt, absence de dépôt. Voilà donc sur cette photo-là, vous avez une série de couches, un empilement de couches, bien de bancs, bien de strates, comme on a expliqué tout à l'heure. Vous avez ici un banc, un intervalle, un autre banc, c'est un intervalle ici de schiste. Ici, il s'agit donc de grès fin et de schiste, alternance. Vous avez schiste, grès, schiste, grès, schiste, grès, schiste, grès, etc. C'est alternance.
Alternance donc de schiste, de bancs de schiste et de grès, ou bien de couches de schiste et de grès. Regardez les schistes, par exemple, cette couche-là de schiste présente une surface inférieure, une limite inférieure, une limite supérieure. Tous les bancs ici présentent une limite inférieure, c'est-à-dire le mur autour. C'est ce qu'on appelle les joints de stratification. C'est-à-dire, pour passer de ce banc de grès, regardez, le grès, ce n'est pas la même chose que les schistes. C'est différent. D'un point de vue composition, moins ici. Et d'un point de vue aspect. Et d'un point de vue dureté. Les schistes également, ce n'est pas la même que les grès. C'est pas les mêmes que les grès. C'est-à-dire, ils présentent des différences entre les grès. Donc, à ce niveau-là, il y avait un changement brutal de conditions de dépôt. Au lieu de déposer les grès, on passe à déposer les schistes ici. À ce niveau-là, il y avait un changement brutal des conditions de dépôt. C'est-à-dire, on retourne, on fait le tour et on retourne à déposer, si vous voulez, les grès au lieu des schistes. Une alternance. Ça montre qu'il y avait dans ce milieu de dépôt, donc il s'agit d'un milieu de dépôt dans le passé, mais actuellement, c'est une série d'alternances de grès et de schiste. Donc, à chaque fois, donc, il y a si vous voulez, une alternance. Une alternance, c'est-à-dire il y a une cyclicité ou bien une rythmicité de changement de conditions du dépôt et qui entraîne par conséquence la formation donc, de ces alternances de grès et de schiste, qui montre également une cyclicité. C'est des cycles grès, schiste, etc. Donc, si vous avez une coupe, comme j'ai dit, donc si vous avez une coupe, ce qu'on voit ici, c'est l'épaisseur des couches. Mais l'étendue des couches, l'épaisseur, regardez, donc peut-être centimétrique jusqu'à métrique, l'échelle, mais l'étendue, c'est-à-dire latéralement, comme ça, on peut arriver, parfois une couche peut s'étendre latéralement jusqu'à plusieurs kilomètres, latéralement. Ici, vous avez le marteau qui indique l'échelle. L'échelle, c'est-à-dire pour estimer l'échelle des objets ici, on vous a mis ici le marteau. Le marteau fait à peu près 35 cm. 35 cm, donc ces bancs-là, regardez, ce banc, celui-là, peut faire 10 cm, 15 cm, etc. 15 cm, 10 cm. Donc, toujours comme j'ai dit, quand on prend des photos, bien sûr, on met des indicateurs d'échelle. On met un marteau, on peut mettre un stylo, on peut mettre même quelqu'un qui se met ici debout, c'est-à-dire un autre collègue qui se met debout ici pour donner l'échelle, c'est-à-dire pour essayer donc de voir un peu l'échelle, toujours l'échelle d'observation. Alors, si vous avez une couche, ou bien une strate S1, la strate S1 qui se dépose en premier, suivi de la strate S2, ou bien la couche S2, deuxième, suivi de la couche, couche 3, bien la strate S3. Alors ici, bien sûr, ça vous l'avez vu peut-être, vous allez voir en détail peut-être en stratigraphie. Les couches, donc, ou bien les strates se déposent selon un principe. C'est ce qu'on appelle le principe de superposition. Principe de superposition, c'est-à-dire les couches se superposent les unes sur les autres avec la couche la plus ancienne en bas et la couche la plus récente en haut. Ici, la couche, bien la strate S1 qui se forme en premier, c'est la strate la plus ancienne. La strate S3, se formée en dernier, c'est la strate la plus récente, d'un point de vue H. Ce qu'on appelle donc le principe de superposition. Donc ici, plus âgée en bas et plus récente en haut. Principe d'horizontalité également, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Les couches dans un bassin sédimentaire ou bien dans un milieu de dépôt se déposent généralement d'une façon horizontale. Horizontalement,
avec des limites parallèles, des limites de stratification parallèles, comme ça. Puis, bien sûr, après leur formation, ils peuvent être déformés. Hein. Il y a des événements tectoniques, donc ils peuvent être basculés, ils peuvent être déformés, etc. C'est le travail de la tectonique. Mais au départ, en général, les roches sédimentaires se déposent sous forme de couches ou bien de strates horizontales. C'est ce qu'on appelle le principe d'horizontalité. Également, ce qu'on appelle le principe de continuité. Le principe de continuité, c'est-à-dire, en général, chaque couche présente le même contenu latéralement. Latéralement. Ce que vous avez ici, le signe plus, c'est-à-dire que c'est la même chose latéralement. C'est ce qu'on appelle le principe de continuité. Continuité latérale. Et à côté donc de ce principe de continuité, vous avez également le principe de datation des strates. C'est-à-dire une strate qui contient les mêmes fossiles, automatiquement on lui attribue le même âge partout. Ici, c'est le même âge et ici, c'est le même âge parce qu'il contient le même fossile. Voilà donc d'une manière générale un peu ce qu'on peut appeler donc couche, strate et bon, les caractéristiques, leurs caractéristiques, les joints de stratification, qu'est-ce que ça signifie, etc. Alors bien sûr, l'ensemble de ces bancs ou bien du couche ou bien du strate en général, l'ensemble, c'est-à-dire si on a un intervalle avec des intervalles très très épais, si vous voulez, avec des couches et couches, elles peuvent former ce qu'on appelle les formations. Formation. Une formation aussi, c'est une unité lithostratigraphique qu'on utilise généralement en géologie. Une formation, c'est tout simplement un ensemble de couches, bien de bancs, bien de strates. Donc, il peut présenter comme échelle, si vous voulez, l'échelle d'observation, elle peut aller jusqu'à des centaines de mètres pour les formations. Mais à l'intérieur des formations, on peut distinguer, c'est pas l'intérieur des formations, mais un ensemble de formations peut former ce qu'on appelle des membres. Et à l'intérieur des formations, on peut distinguer les unités, les ensembles. Donc ça, je le dis oralement, mais ce sont également des objets, si vous voulez, sédimentaires. C'est-à-dire un ensemble de couches pour former une unité ou bien un ensemble, puis un ensemble d'ensemble bien d'unités pour former une formation, puis une formation peut former, si vous voulez, des membres. Mais la formation, c'est l'unité ou bien l'objet le plus important. Et c'est l'unité fondamentale en stratigraphie, la formation, une formation. Une formation lithologique. C'est une unité qu'on utilise, ou bien un découpage qu'on utilise en stratigraphie. Alors ici, je vais vous parler un petit peu donc, de ce qu'on appelle les séquences du dépôt. Les séquences, quand vous entendez séquences, il faut penser au cycle. Séquence de dépôt, c'est des cycles, si vous voulez, de dépôt. Ou bien des cycles sédimentaires. Parce qu'en général, ça aussi, il faut le mettre dans la tête. En général, les dépôts sont cycliques, c'est-à-dire les roches sédimentaires se déposent d'une manière cyclique, sauf ces cycles-là peuvent être petits comme ils peuvent être grands, très grands, c'est-à-dire des cycles de grande période et des cycles de petite période, ou bien de haute fréquence et de faible fréquence, c'est-à-dire la répétition. Les cycles peuvent être très fréquents, mais certains cycles ne peuvent pas être très fréquents, c'est-à-dire on les trouve de temps en temps, ils ne sont pas fréquents. Mais ce qu'il faut
retenir, c'est que la sédimentation en général, les dépôts en général sont cycliques, se déposent d'une manière cyclique. Et d'ailleurs, la photo précédente, sur laquelle on a vu donc les alternances de grès et de schiste, c'est des cycles, c'est ce qu'on appelle ça des cycles. C'est cyclique, alternance, c'est cyclique. Grès, schiste, grès, schiste, grès, schiste, c'est des cycles, des petits cycles. Mais on peut voir, comme j'ai dit, des cycles, de grands cycles, si vous voulez, sédimentaires. Alors, ce qui nous intéresse, nous, en sédimentologie, c'est cette séquence de dépôt. Séquence de dépôt, bien des cycles sédimentaires. Séquence de dépôt. Alors, une séquence de dépôt, c'est tout simplement une suite de bancs ou de couches qui s'enchaînent et se superposent sans interruption sédimentaire. Vous imaginez une séquence de dépôt, c'est une suite de bancs qui s'enchaînent et se superposent les uns sur les autres, bien sûr, les couches se superposent verticalement, sans interruption sédimentaire. Il ne montre pas d'interruption. Il ne montre pas d'arrêt de sédimentation. On peut avoir, bien sûr, des joints de stratification, on peut avoir des limites de stratification, mais il n'y a pas d'interruption, c'est-à-dire un arrêt de la sédimentation. Alors, je vous explique ça pour vous montrer qu'une séquence de dépôt, c'est un ensemble de couches qui se sont déposées d'une manière générale dans les mêmes conditions. C'est comme une couche. Mais ici, un ensemble de couches qui reflètent les mêmes conditions de dépôt. Et bien sûr, en général, il faut qu'il y ait des coupures qui limitent des séquences de dépôt. Alors, ces coupures-là, ce sont ce qu'on appelle les discontinuités. Alors, une séquence de dépôt, ou un cycle de dépôt, est limité à sa base et à son sommet par des discontinuités sédimentaires. C'est-à-dire, on limite les séquences de dépôt par ces discontinuités sédimentaires. Parce que, comme j'ai dit, la séquence de dépôt, c'est une suite de bancs qui se superposent sans interruption. Mais quand on a l'interruption, la discontinuité sédimentaire, on arrête la séquence. On dit, voilà, cette séquence-là s'arrête ici. Et la limite de la séquence, c'est la base qui se trouve au sommet d'une séquence de dépôt, c'est la base de la séquence de dépôt suivante, etc. Donc, les séquences de dépôt sont généralement limitées par les discontinuités sédimentaires qui correspondent à des niveaux à indice d'arrêt de sédimentation. Ici, c'est très important. Pour définir une discontinuité sédimentaire, parce qu'on peut avoir d'autres types de discontinuités qui ne sont pas sédimentaires, et si sédimentaire, discontinuité sédimentaire qui nous intéresse, niveau, il faut trouver donc des niveaux à indice d'arrêt de sédimentation. Il faut trouver des indices pour dire qu'à ce niveau-là, il y avait un arrêt de sédimentation. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'apport d'éléments, bien de particules dans le milieu de dépôt. Alors, pour récapituler un petit peu ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire sur les objets sédimentaires, donc vous avez feuilles et lamines, dans des bancs, c'est-à-dire un ensemble de feuilles de lamines. Pas un ensemble de feuilles de lamines, on peut avoir des feuilles de lamines, mais comme je dis, une couche ou bien une strate, c'est un niveau qui montre des caractéristiques spécifiques, c'est-à-dire d'un point de vue couleur, d'un point de vue composition, d'un point de vue aspect, et limité à des limites de stratification. Parfois, on ne peut pas avoir des feuillets de lamines. Hein. Puis, un ensemble, si vous voulez, de couches dans ce que j'ai appelé tout à l'heure, membres ou bien formation, et tout cet ensemble-là peut être découpé en séquences de dépôt. Un ensemble donc de séquences, c'est-à-dire tous ces dépôts-là, on peut les découper, on peut les composer en séquences de dépôt avec des discontinuités, bien sûr. Regardez ici, vous avez donc une séquence de dépôt jusqu'ici, une autre ici, puis une autre vers le haut. Avec bien sûr des discontinuités ou bien ce qu'on appelle les limites de séquence. Donc vous avez séquence 1, séquence 2, séquence 3, etc.
Maintenant, donc, on va essayer de voir la notion de faciès. Notion de faciès aussi, cette notion est très importante. Regardez sur cette photo, donc vous avez des intervalles, des niveaux, des couches, des strates, etc., avec des limites ici en bleu et en tiré. C'est les limites de stratification en quelque sorte. Bien sûr, dans cette série-là, ou bien dans cette coupe-là, on peut définir les faciès. Faciès 1, faciès 2, 3, 4, 5, 6. Alors, c'est quoi un faciès? Un faciès, tout simplement, un faciès sédimentaire, c'est tout simplement un ensemble de caractéristiques lithologiques, paléontologiques et sédimentologiques d'une unité sédimentaire de petite échelle. Donc, un faciès d'une roche sédimentaire, un ensemble de caractéristiques qui peuvent être lithologiques, paléontologiques, sédimentologiques, d'une unité sédimentaire de petite échelle. Généralement, on définit le faciès sur un morceau de roche, centimétrique à métrique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors ici, vous avez dans le faciès, vous avez des indicateurs lithologiques, des indicateurs paléontologiques et sédimentologiques. Lithologique, c'est quoi? Lithologique, c'est la composition physico-chimique, c'est-à-dire les éléments, les débris, les éléments, les minéraux, les fragments de roche, etc. Ils donnent donc la lithologie et peuvent également définir ce qu'on appelle le lithofaciès. Lithofaciès. Lithofaciès, c'est-à-dire les éléments minéraux, par exemple, en général, les lithoclastes, qu'on appelle lithoclastes, les fragments de roche, les clastes, etc. Alors, ils définissent, ces éléments-là, définissent le lithofaciès. Lithofaciès. Les éléments, si vous voulez, ou bien les caractères hydrodynamiques, c'est-à-dire sédimentologiques, si vous voulez, en quelque sorte, définissent ce qu'on appelle la texture et la structure. Texture et structure également, ils peuvent faire partie de la notion de faciès. Les structures, par exemple, les laminations, horizontales ou bien obliques, ou bien les stratifications obliques. C'est des structures qu'on trouve dans les sédiments. Les figures, les structures sédimentaires, ça peut-être vous allez le voir en détail après. Les figures sédimentaires, les traces de fossiles, les figures sédimentaires, les fonds de dissécation par exemple, les rides de courant. Tous ces caractères-là, ce sont des caractères hydrodynamiques, les rides de courant surtout, mais les fonds de dissécation, c'est autre chose. C'est sédimentologique. Sédimentologique, c'est-à-dire des figures qui se forment dans des milieux très spécifiques, sous des conditions très spécifiques. Donc, c'est ce qu'on appelle ici j'ai pris comme caractéristique sédimentologique, j'ai pris le caractère hydrodynamique ici. Les caractères hydrodynamiques, c'est-à-dire les caractères liés à la dynamique de l'eau. Hydrodynamique, la dynamique de l'eau, bien l'énergie de l'eau, surtout dans un milieu aquatique. Alors, ces caractères hydrodynamiques définissent la texture et la structure de la roche, qui font partie du faciès, la notion de faciès. Donc, on a la lithologie, ce que j'ai expliqué ici, et on a des caractères hydrodynamiques, c'est-à-dire la sédimentologie. Un exemple des caractéristiques sédimentologiques. J'ai pris les caractères hydrodynamiques qui influencent ou bien qui contrôlent, si vous voulez, la texture et la structure de la roche. Je vous donne l'exemple selon les mécanismes qu'on a vu tout à l'heure. Quand on est dans un milieu hydrodynamique dont l'hydrodynamisme est faible, c'est-à-dire un milieu calme, ce qu'on obtient comme structure et texture, c'est une roche granoclassée, un granoclassement normal, positif. C'est pour le mécanisme d'accrétion verticale.
Pour le mécanisme d'accrétion latérale, c'est le contraire. La structure, c'est un granoclassement, mais un granoclassement négatif. Pour le contenu biologique, cette fois-ci, donc, on va examiner les caractéristiques paléontologiques, c'est-à-dire le contenu biologique de la roche, fossiles et traces de fossiles, dans ce qu'on appelle le biofaciès. Quand vous entendez le biofaciès, c'est-à-dire toutes les caractéristiques biologiques, c'est-à-dire le contenu biologique de la roche, fossiles et traces de fossiles, on le définit. Dire par exemple biofaciès, calcaire riche en ammonite, c'est un biofaciès. Biofaciès, calcaire riche en ammonite. Lithofaciès, par exemple, calcaire dolomitique. Calcaire dolomitique, c'est un lithofaciès. Grès grossier, lithofaciès. Grès à stratification oblique. Vous avez lithofaciès et, si vous voulez, caractère hydrodynamique, etc. C'est comme ça qu'on définit donc les faciès. Donc il faut faire appel à la lithologie, contenu lithologique, les caractéristiques sédimentologiques et le contenu biologique, c'est-à-dire le fossile. Pour définir un faciès, il faut définir toutes ces composantes. Bien sûr, il faut également faire attention à l'échelle d'observation du faciès. Donc ici, on définit le faciès selon donc, les composantes, bien la composition de la roche. On peut définir le lithofaciès, on peut définir le biofaciès. Selon l'échelle d'observation également, on peut parler de ce qu'on appelle le macrofaciès, c'est-à-dire quand on fait une observation macroscopique de la roche, tout simplement. Observation peut-être métrique, peut-être centimétrique aussi. Centimétrique. Observation centimétrique. Les échantillons. Ce que vous allez voir, ou bien ce que vous avez déjà vu en TP, par exemple, vous faites une analyse macroscopique, une étude macroscopique des échantillons, c'est-à-dire vous définissez le macrofaciès. Macrofaciès. Quand on regarde à l'œil nu, on fait des observations à l'œil nu, on définit le macrofaciès. C'est macroscopique, centimétrique, métrique. On peut faire des observations au microscope. On parle alors aussi du microfaciès. Microfaciès, c'est quand on prend un échantillon macroscopique, on le coupe et on taille des lames minces dans cet échantillon-là. Et la mince et lame, c'est-à-dire on prend un morceau de roche, on le colle sur une lame de verre, puis on le taille jusqu'à ce que ça devienne très très fin, et on fait des observations au microscope. C'est comme ce que vous faites en biologie, par exemple. Vous faites des observations sur des lames de verre, des préparations biologiques, des cellules, etc. Donc, on les observe au microscope. La même chose ici au niveau au niveau des roches sédimentaires, par exemple, et d'autres roches d'ailleurs. On prépare des lames minces, on fait des observations au microscope pétrographique, c'est-à-dire un microscope spécifique ou bien particulier qu'on utilise en biologie. C'est pas le même microscope que vous utilisez en biologie. On définit alors le microfaciès. On peut également définir ce qu'on appelle le nanofaciès. Cette fois-ci, l'échelle d'observation est très, très, très petite. Très petite. C'est-à-dire, on peut, très forte. C'est l'observation très forte. On peut observer des éléments très, très petits. C'est le nanofaciès. Donc, ici, pour cette observation-là, on utilise le microscope électronique à balayage. Microscope électronique à balayage, donc avec une échelle d'Ångström. L'Ångström A majuscule avec un petit 0 en haut. Ici, c'est micrométrique, ici, c'est métrique, centimétrique. Ici, c'est l'Ångström. C'est très petit. On observe des détails. Des détails peut même arriver parfois à voir des choses très, très petites. Et on s'approche, si vous voulez, à voir les molécules
les molécules qui forment, si vous voulez, les minéraux. Voilà donc en ce qui concerne l'échelle des faciès, l'échelle d'observation du faciès. Alors, selon les échelles, donc on peut parler, ou bien on peut définir ce qu'on appelle le macrofaciès, le microfaciès, le nanofaciès. Donc, ce faciès-là, bien sûr, le faciès sédimentaire, si vous voulez, peut subir des variations dans l'espace et dans le temps. Alors, cette notion d'espace et de temps, il faut la comprendre. Alors, ici, vous avez, regardez ici, l'évolution de ces faciès-là. On définit donc des faciès F1 jusqu'à F6. Ici, vous avez variation de faciès dans le temps, verticalement. Donc, quand vous avez une variation verticale comme ça, verticalement, c'est dans le temps. Variation de faciès dans le temps. Parce que tout simplement, les couches également se déposent dans le temps. C'est-à-dire la couche ici la plus ancienne, c'est bien cet intervalle-là, c'est l'intervalle le plus ancien, suivi par celui-là, le plus récent, c'est ici, c'est le quaternaire. Ce que vous avez ici, là où il y a la végétation, c'est le quaternaire, donc c'est les dépôts les plus récents. Et on parle donc d'une variation dans le temps. Avec le temps, donc, on peut avoir des variations de faciès. Variation dans l'espace, c'est latéralement. C'est la variation latérale ou bien horizontalement. Comme ça. Ici, c'est espace. C'est-à-dire le faciès, il peut varier également latéralement. Latéralement dans ce sens-là. Ici, j'ai le faciès F1, mais si je me déplace latéralement un peu plus loin, je vais avoir le faciès F2, par exemple, ou bien F0. Donc ici, il faut mettre dans la tête que le faciès peut subir des variations. Variations dans le temps et les variations dans l'espace. Voilà, le faciès, quand on veut, si vous voulez faire l'étude de roche sédimentaire, on fait l'étude de faciès. On définit ces faciès. Alors ces faciès-là, c'est ces faciès-là qui vont former ce qu'on appelle les archives des conditions physico-chimiques et biologiques des environnements de transport et de dépôt. C'est-à-dire la résultante de toutes ces conditions-là, ou bien le produit de toutes ces conditions-là, c'est le faciès. Le faciès qu'on définit dans une roche sédimentaire. On définit donc le faciès, on fait sortir donc les caractéristiques lithologiques, les caractéristiques sédimentologiques, les caractéristiques paléontologiques, et on définit donc notre faciès, soit sur une échelle, c'est-à-dire une étude macroscopique, on définit donc le macrofaciès, ou bien même une étude microscopique, on définit donc le microfaciès, ou bien même le nanofaciès. Toutes ces échelles-là d'observation vont nous permettre donc de définir le faciès sédimentaire. Et par conséquent, connaître les conditions de notre dépôt. Autrement dit, le faciès, c'est tout simplement le milieu de dépôt. C'est-à-dire, on peut faire une analogie ou bien une équivalence entre le faciès et le milieu de dépôt. C'est-à-dire, chaque faciès est caractéristique d'un milieu de dépôt. C'est-à-dire, je vous donne des exemples. Un faciès de milieu marin profond, c'est-à-dire les roches, bien les dépôts du milieu marin profond, vont présenter un faciès particulier et différent. Par exemple, des faciès ou bien des roches qui vont se déposer dans un lac, ou bien même au niveau d'une plateforme, par exemple. Si on compare
dans le même milieu de dépôt. Dans la zone profonde d'un milieu marin, on va trouver un faciès. Mais dans la zone moins profonde, et au niveau de la plateforme, bien au niveau du rivage, on va trouver un autre faciès différent. D'un point de vue composition, d'un point de vue granulométrie, d'un point de vue aspect, etc., etc. Donc, toujours, il faut mettre dans la tête que chaque faciès correspond à un milieu de dépôt. Avec bien sûr des conditions physico-chimiques, biologiques, etc., très particulières, très spécifiques. C'est pourquoi ici on parle d'indicateurs. Donc vous avez ici le faciès, la roche. Dans cette roche-là, il y a des indicateurs. On va faire des indicateurs. Vous avez des indicateurs lithologiques. C'est ce qu'on a expliqué. Hein. Sauf ici maintenant, on utilise le terme indicateur. Les indicateurs lithologiques de faciès, c'est-à-dire les éléments minéraux, par exemple, ils peuvent servir d'indicateurs pour définir un faciès. Quand on a une roche avec de la silice, c'est un faciès siliceux et différent d'une roche, par exemple, avec de la calcite. Quand on a une roche siliceuse, formée en grande partie par de la silice, comme ici par exemple, c'est pas la même qu'une roche formée à 100% de calcite. Donc, c'est-à-dire, une roche siliceuse se dépose dans des conditions différentes d'une roche calcaire. Ce qu'on appelle les indicateurs lithologiques. Par exemple, je vous donne un exemple. Un gypse, par exemple. Un gypse, c'est une roche sulfatée, une roche évaporitique, qui se forme dans des conditions très particulières, très spécifiques, et différentes d'une roche calcaire, par exemple, etc. C'est ce qu'on appelle les indicateurs lithologiques, c'est surtout les minéraux. Les minéraux, leur nature, leur taille, etc. À côté des indicateurs lithologiques, c'est-à-dire, voilà, ici, on peut définir le lithofaciès. À partir des indicateurs lithologiques, on définit le lithofaciès. Vous savez, les indicateurs biologiques. Ici, on définit le biofaciès. Comme vous voyez ici, c'est les traces de fossiles et les fossiles. Traces de fossiles et fossiles. Les organismes, ou bien les êtres vivants en général, chaque organisme peut se développer dans un milieu de dépôt spécifique. C'est-à-dire, les organismes ne peuvent pas vivre en même temps dans un même milieu de dépôt. Je vous donne un exemple. Des algues, par exemple. Les algues. Les algues, c'est des êtres vivants végétaux. Il y a des algues marines, il y a des algues d'eau douce. Et les algues d'eau douce ne peuvent pas supporter l'eau marine. Et vice-versa. Les algues marines ne peuvent pas supporter l'eau douce. Donc, chaque algue vit dans un milieu propre pour elle. C'est comme ça qu'il faut imaginer les choses. Donc ici, vous avez des indicateurs biologiques. Des êtres vivants qui vivent dans des grandes profondeurs, des êtres vivants qui ne peuvent supporter ces grandes profondeurs et vivent seulement en bordure, sur les marges, sur la plateforme. Il s'agit là d'indicateurs biologiques. On définit alors le biofaciès. Les indicateurs sédimentologiques, et plus particulièrement ce qu'on avait appelé donc, les indicateurs hydrodynamiques, ici c'est un exemple, je répète encore, on a pris l'exemple des indicateurs hydrologiques. C'est la sédimentologie, c'est les caractéristiques sédimentologiques. Alors, ces indicateurs hydrodynamiques également peuvent nous donner, si vous voulez, l'état de l'agitation de l'eau. Est-ce qu'il s'agit d'un faciès déposé dans une eau calme ou bien dans une eau agitée, là où il y a les courants énergétiques? Il y a le courant, parce que dans les milieux de dépôt, on peut avoir des zones
calmes, les zones agitées avec des courants. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les indicateurs hydrodynamiques. Alors, pour chaque faciès, si vous voulez, on peut avoir donc des indicateurs spécifiques. Et comme j'ai dit, le faciès, c'est l'équivalent du milieu de dépôt. Quelques illustrations. Donc ici, vous avez ici une photo qui montre une plage, peut-être avec ici des stratifications obliques. On joint une stratification oblique. Donc ici, vous êtes dans un milieu où le mécanisme de sédimentation se fait peut-être par accrétion latérale. Progradation latérale, donc formation des dépôts. Regardez, les dépôts, c'est des sables, c'est des conglomérats, c'est récent. Sable, conglomérat, parfois même vous avez un peu de granoclassement, etc. Mais avec des stratifications obliques. Alors ici, avec des surfaces d'érosion, ce qui est en bleu ici, c'est surface d'érosion. Vous avez un prisme ici, un autre prisme qui se dépose ici, une autre surface d'érosion, etc. Donc ici, vous avez le faciès. Alors, le processus, pour interpréter le processus du dépôt ici, donc vous êtes dans un milieu peu profond avec une eau agitée. Agitée, c'est au niveau d'une plage peut-être. Regardez ici, sur cette photo-là, la succession, regardez les limites. Par exemple, à ce niveau-là, vous avez des limites de couches convergentes. C'est-à-dire, vous avez une lentille ici. Alors, cette lentille, cette géométrie, correspond généralement à des dépôts de chenaux. De chenaux. Ici, regardez, c'est horizontal, mais ici, c'est limite convergente. Donc, il s'agit d'une géométrie lenticulaire de type chenal. Donc, pour interpréter donc, ce milieu-là, on fait une association de faciès ici. On associe les faciès pour donner une interprétation ici. On imagine, donc peut-être ici, il s'agit d'un milieu fluviatile avec des plaines alluviales, etc., les bordures, les chenaux, etc. Donc le chenal ici, c'est celui-là, par exemple. Ce que vous avez ici. C'est des exemples, mais ce n'est pas très pertinent tout ça, mais c'est pour vous montrer comment on essaie d'interpréter. Alors, ici, vous avez l'analyse de la succession verticale des faciès dans l'évolution des paléo-environnements. Tout simplement, les paléo-environnements, c'est-à-dire les environnements anciens. C'est ce qu'on essaie donc de faire. Ce que j'ai essayé de vous montrer ici. Regardez l'ancien ici, c'est ce qu'on a actuellement. Pour faire marche arrière, pour faire la reconstitution du paléo-environnement, il faut faire donc l'étude des associations de faciès ici et essayer donc d'imaginer ou bien de faire une imagination pour faire la reconstitution de cette région au moment des dépôts de ces roches-là, roches sédimentaires. La même chose ici. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, bien sûr, une séquence, c'est la succession verticale, si vous voulez, dans un ordre déterminé, des couches ou bien des strates, bien des dépôts en général, Et on peut avoir une séquence transgressive ou bien une séquence régressive. Tout ça, peut-être on va le voir par la suite. Selon qu'on a un point donné, l'enchaînement des faciès devient de plus en plus marin ou bien de plus en plus continental. C'est-à-dire transgressive, régressive, c'est lié, si vous voulez, au milieu, selon le point où on est. Si on est si la séquence évolue vers un point, si vous voulez, où les dépôts sont marins, c'est-à-dire marins, c'est-à-dire profond, on parle d'une séquence transgressive. Mais au contraire, quand le sommet de la séquence est marqué par des dépôts continentaux, c'est-à-dire des dépôts moins profonds, on parle donc de séquence régressive. Il y a une régression. Ça, on voit le détail après, ici.
Donc, vous avez ici un exemple donc, de séquence régressive. Quelle heure est-il, s'il vous plaît?